Merci, bonjour à tout le monde. Je suis Larissa Kodjoué, je suis postdoctorante avec Laurent Vidal. Mais comme il est au Sénégal en ce moment, c'est plutôt Bruno Spire qui suit mon travail. Je suis basée à Yaoundé avec des séjours ponctuels à Marseille. C'est pour ça qu'on ne se voit pas beaucoup. Donc vraiment, c'est un plaisir pour moi de vous savoir là et de parler de mon travail avec vous. Donc ce projet de postdoctorat bénéficie d'une bourse de SIDAction pour 2 ans. J'ai commencé en octobre de l'année dernière et j'en ai encore jusqu'en octobre de l'année prochaine. Donc je vais parler de l'impact d'Internet sur la sexualité en ces différents points que vous voyez. Premièrement, comme élément de contexte, depuis une quinzaine, voire une vingtaine d'années, il y a pas mal d'études et de recherches qui ont été menées pour mesurer ou évaluer l'impact d'Internet sur la sexualité. Et toutes ces études sont unanimes sur le fait que Internet a un rôle transformateur dans le vécu de la sexualité, que ce soit chez les jeunes, que ce soit chez les hommes, chez les femmes, et surtout dans des groupes qui ne peuvent pas vivre ouvertement leur sexualité. Et donc ce constat, il est valable autant dans les pays du Nord, où l'accès aux technologies est très démocratisé, et autant aussi dans les pays du Sud, où les nouvelles technologies, notamment la téléphonie mobile, sont en voie sont des outils très populaires. Donc il y a un risque qui a été démontré très net entre la fréquence des partenaires sexuels qu'on peut rencontrer sur Internet, la multiplication de ces partenaires, la fréquence des rapports, l'apprentissage de nouvelles pratiques et l'exposition au risque de VIH/SIDA. Donc voilà quelques références de ces recherches qui ont été menées. Je me suis arrêtée volontairement en 2006, mais il y a des études qui ont été menées bien avant ça. Et on est aussi dans un contexte où les traitements antirétroviraux sont devenus le must dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA, avec la nouvelle arrivée qui est la PrEP, prophylaxie pré-exposition. Rapidement, c'est un dispositif médical qui permet de prendre des médicaments avant tout rapport qui pourrait être susceptible avant toute exposition au risque de VIH. Donc il y a pas mal d'études, notamment en France, mais aussi aux États-Unis et en Afrique du Sud, qui ont été menées et qui montrent le potentiel, l'efficacité de la PrEP. Donc dans certains cas, les risques d'infection sont diminués de jusqu'à 90%. En dehors du préservatif, on n'a pas trouvé d'autres stratégies qui montrent des résultats aussi fiables. Donc dans ce contexte-là, qu'en est-il du Cameroun? Au Cameroun, une seule étude a été menée en 2008 par une association de lutte contre le VIH/SIDA. Cela concerne la santé des hommes dans la ville de Douala. Donc l'étude a été publiée en 2012. Cette étude a montré que au cours des 6 derniers mois qui précédaient l'enquête, le nombre de partenaires, les personnes qui avaient eu le plus de rapports sexuels étaient des personnes qui avaient rencontré des partenaires sur Internet. Et que l'état de connaissance sur le VIH/SIDA n'était pas aussi élevé ou pertinent qu'on pourrait le penser. Il y en a qui pensaient que les rapports sexuels, la pénétration anale n'était pas un risque d'exposition au VIH. D'autres qui pensaient qu'on pouvait utiliser des gels lubrifiants comme de la crème pour les cheveux ou de la crème pour le corps et que cela pouvait constituer un mode de prévention. Donc cela montre quand même qu'il y a un réel besoin de voir, avec la multiplication des sites de rencontres, la popularité ou la popularisation de la téléphonie mobile, quels sont les enjeux en termes de santé publique concernant l'infection par le VIH. Donc, vous connaissez le Cameroun, j'imagine, tout le monde. C'est le petit pays en orange là-bas, que j'adore. Ouais, je n'ai pas le choix de toute façon. Mais j'aime beaucoup. C'est un pays très dynamique avec au moins 22 millions de personnes. C'est un peu moins grand que la France, mais pas trop, juste un petit peu moins grand que la France. Le nombre de personnes vivant avec le VIH/SIDA est à peu près 560 000. Les statistiques varient entre 450 et 600, donc on trouve une petite médiane là-dedans. La prévalence est stable depuis une dizaine d'années. Cela oscille entre 3,8% et 4,6 ou 7%.
4-5%. Donc, mais selon les données récentes, c'est 4,1%. Mais ce que je veux qu'on retienne, surtout quand je parlais de l'infection à VIH, c'est que chez les jeunes de 20 à 24 ans et de 25-29 ans, la prévalence est beaucoup plus élevée. Donc, ça fait 39%, ces deux groupes-là, donc de 20 à 29 ans, ils représentent le taux de prévalence de 39%. C'est beaucoup plus élevé que dans les autres groupes, comme les moins de 18 ans ou les plus de 30 ans. Et encore plus chez les hommes qui ont des rapports avec d'autres hommes, surtout ceux qui ont moins de 25 ans, cette prévalence est de 29%. Mais ça, ce sont des statistiques, surtout celles-ci, qui sont très anciennes, qui datent de 2010 ou 2011. Il n'y a pas eu jusqu'ici, il n'y a plus eu d'études qui permettent d'évaluer la prévalence chez les groupes cibles. Donc, concernant l'accès aux nouvelles technologies, la couverture de la téléphonie mobile est de 80%. Hein, ça veut dire qu'il y a une couverture presque totale du territoire. Et puis, une augmentation croissante et constante des utilisateurs d'Internet. Depuis 2000, ce taux augmente de 9% par an. Donc, quels sont les objectifs que je vise, moi, dans ma recherche? J'essaye de savoir, étant donné que ce sont les jeunes qui sont les plus touchés, bon, les jeunes de 20 à 29 ans, qui sont les plus touchés ou les plus affectés par l'épidémie de VIH et l'infection par le VIH, et que ces personnes constituent aussi la jeunesse Android. Jeunesse Android, c'est les termes de mon président. Il s'appelle Paul Biya. Je ne sais pas si vous le connaissez, ça fait 36 ou 37 ans qu'il est là, donc je crois que tout le monde le connaît. Il a utilisé cette expression lors de la fête de la jeunesse en 2000, l'année dernière, je crois, ou cette année. Il a parlé de la jeunesse Android pour parler des jeunes qui sont dans le mouvement, les jeunes Camerounais. Donc, dans ce contexte-là, est-ce que l'accès à Internet influence, si oui, comment, le vécu de la sexualité chez cette population-là? Et si l'accès à Internet influence l'exposition, influence la sexualité, par conséquent, quels sont les risques d'infection que ces populations-là peuvent faire face, auxquels ces populations peuvent faire face? Et dans un deuxième temps, la PrEP, on entend beaucoup parler dans les pays du Nord. Qu'en est-il pour ce qui concerne les pays à ressources limitées comme le Cameroun? Est-ce que les gens sont au courant de ce qui se passe concernant les traitements, notamment aux traitements comme prévention, la PrEP? Est-ce que les gens seraient d'accord si une telle stratégie venait à être implémentée au Cameroun? Donc j'ai choisi une méthodologie, une méthode mixte, à la fois du qualitatif et du quantitatif. En termes de quali, c'était plus des chats en ligne. Donc je m'inscris sur des sites de rencontres, je me fais inviter dans des groupes Facebook où j'envoie des invitations pour être rajoutée dans des groupes Facebook et des groupes WhatsApp. Et j'essaye, dans ces espaces-là, de discuter un peu sur l'état des connaissances, sur les pratiques, etc. Mais pour le moment, l'approche qualitative n'a pas été très bien structurée. Je suis juste au début. J'expliquerai pourquoi. Et pour ce qui concerne l'approche quantitative, c'est l'administration des questionnaires standardisés, des questionnaires papier et des questionnaires en ligne. Les questionnaires papier, tout comme les questionnaires en ligne, sont divisés en 5 parties. C'est un long questionnaire de 45 questions à peu près, donc c'est gros. Peut-être que ça aussi, c'est une limite de l'approche quanti, mais bon, on en reparlera. Donc, concernant les questionnaires papier, je me suis fait aider par 2 personnes pour distribuer. Et puis, les questionnaires en ligne, il y a eu un test avant, et puis finalement, ça a été mis en ligne. Donc, il y avait 4 critères principaux. Premièrement, il fallait avoir 18 ans au moment de l'enquête. 18 ans, pourquoi? Parce que c'est l'âge de la majorité pénale au Cameroun. Je me suis même fait critiquer parce que j'ai décidé que c'était 18 ans. Normalement, la majorité civile au Cameroun est de 21 ans. Mais j'insistais pour dire que vu que la majorité pénale, c'est-à-dire un moment où le mineur peut répondre devant la justice de ses actes, est de 18 ans, s'il peut répondre devant la justice de ses actes, dans ce cas, il peut très bien remplir un questionnaire à partir de 18 ans. J'aurais aimé aller jusqu'à 15 ans parce que les jeunes, surtout les adolescents, sont très connectés de nos jours, mais je n'ai pas pu, c'était trop compliqué. Donc, premièrement, 18 ans. Deuxièmement, être actif sexuellement, c'est-à-dire avoir au moins eu un rapport au cours des 6 derniers mois. Troisièmement, posséder un moyen d'accès à Internet. Ça peut être le cybercafé, ça peut être son téléphone, ça peut être à la maison. Et dernier critère, c'est résider au Cameroun.
Nous, les Camerounais de la diaspora, on est nombreux hors du pays. Ce n'est pas ces gens-là qui m'intéressent, c'est ceux qui sont sur le Cameroun qui m'intéressent. Donc voilà quelques résultats provisoires. Pour ce qui concerne les questionnaires papier, j'ai fait imprimer 560. L'objectif, c'était d'avoir 400 questionnaires. Cependant, sur les 560 distribués, comme retour, j'ai eu 420. Ça fait un taux de perdition quand même qui est énorme. Mais ça, si vous voulez savoir, je vous expliquerai pourquoi. J'ai saisi tous ces questionnaires-là et sur les 420, je n'ai pu traiter que 370. Soit parce que les critères que j'ai énoncés auparavant n'étaient pas remplis. Et concernant le questionnaire en ligne, il a été mis tout récemment, ça fait à peine 3 mois, parce que j'ai eu l'autorisation de recherche seulement fin du mois de juillet, donc début août. C'était un long parcours pour l'avoir, mais ça y est, je l'ai eu. C'est même une victoire de l'avoir au Cameroun en moins d'1 an. Je l'ai eu en 8 mois. Donc l'enquête KISS a été lancée et c'est des résultats de l'enquête KISS dont je vais parler présentement. Je n'ai pas encore vraiment eu le temps de traiter les 370 questionnaires que j'ai saisis, surtout que j'ai envie d'atteindre les 400. 400 dans la ville de Yaoundé, pourquoi? Parce que pour une population de plus de 1 million, 400 c'est l'échantillon représentatif, surtout en zone urbaine. Donc comme répondant, il y a eu 133 personnes qui ont rempli le questionnaire. Et le point commun de ça, c'est que c'est la majorité des hommes célibataires sans enfants et qui ont un très bon niveau d'éducation, donc qui sont plus ou moins, pour la plupart, allés à l'université. Donc voici un peu comment se présente l'enquête KISS. Ça, c'est l'image qui a été saisie il y a quelques temps, il y a peut-être 2 ou 3 semaines. Donc c'est un lien que j'envoie aux personnes sur Facebook et par email. Ils doivent remplir. Il y a 5 chapitres, à peu près 9 questions par personne. Donc, les résultats. Quand je traite les 133 réponses que les répondants m'ont données, je me rends compte que les connaissances en matière de VIH/SIDA, IST, etc. sont très bonnes. Je ne dirais pas excellentes, je ne dirais pas bonnes parce que c'est en dessous, mais très bonnes. Parce que les gens sont capables de définir ce que c'est que le VIH, ce que c'est que le sida, quelle est la différence. Les gens sont capables de dire quels sont les différents modes de transmission, quels sont les moyens de prévention. Les gens sont capables aussi de savoir où est-ce qu'ils peuvent faire un test, si des médicaments existent, où est-ce qu'ils peuvent les prendre. Donc, ce qui veut dire que les connaissances sont quand même très, très bonnes concernant les VIH/SIDA et les autres IST. Donc, à propos des rencontres sexuelles en ligne, ça, c'était ma petite déception. Je pensais qu'il y en avait plus que ça, mais ces rencontres sont relativement faibles. Le nombre de personnes qui a répondu avoir rencontré un partenaire sexuel en ligne au cours des 6 derniers mois était assez faible, 28%. Et en plus, c'était moins de 2 partenaires. C'était entre 1 et 2 partenaires. Et la plupart, c'était moins de 2 partenaires. Donc, supposons avoir rencontré des personnes et les rencontres ayant été jusqu'au sexe. Bon, là, ces 6 derniers mois, je ne sais pas si on étend ce que ça pourrait donner. Le traitement des données va permettre de le savoir. Concernant la prophylaxie pré-exposition, là aussi, encore, c'est une autre déception, parce que très peu de personnes en ont entendu parler. La plupart n'ont aucune idée de ce que ça signifie. Que ce soit PrEP, dit PrEP, ou prophylaxie pré-exposition, avec la définition qui suit. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. En revanche, étant donné que bon, c'est une stratégie, c'est un moyen de prévention, il y a pas mal qui ont dit qu'ils seraient intéressés pour que ce soit, si jamais une telle stratégie était mise en œuvre au Cameroun, ils seraient intéressés pour l'avoir. Donc là, ce sont des données brutes et plutôt descriptives. Je ne suis pas encore vraiment dans l'analyse. Et concernant l'impact d'Internet sur la sexualité, les questions étaient de savoir, pensez-vous qu'Internet a un impact positif sur votre sexualité? Si oui, en quoi? Et puis, je citais quelques trucs. Et pensez-vous qu'Internet a un impact négatif sur votre sexualité? Sinon, en quoi? Et puis, je citais quelques effets négatifs. Et donc, les gens ont dit que Internet avait plutôt un impact positif. Pourquoi? Parce que ça leur permettait de mieux s'accepter, ça leur permettait d'avoir plus de plaisir, ça leur permettait d'avoir plus de partenaires, d'avoir plus confiance en soi. Donc, quelques points de discussion concernant ces résultats bruts. C'est que contrairement aux études qui ont été menées et dont j'ai parlé dans le contexte sur l'impact d'Internet, sur le vécu de la sexualité, etc.,
et aussi son potentiel de risque. Je me rends compte que provisoirement, avec les données que j'ai, c'est difficile de parler d'un facteur d'exposition au risque parlant d'Internet parce que les personnes qui rencontrent des partenaires sur Internet pour ce qui concerne ma recherche ont un niveau de scolarisation qui est très élevé. La plupart sont allés à l'université et ce sont des hommes et puis les connaissances sont très bonnes. Donc, si on fait le lien entre niveau d'éducation, connaissances sur le VIH et utilisation de l'accès à Internet, on se rend compte que c'est des personnes qui savent très bien comment se protéger. Et on peut dire que bon, ça n'enlève en rien le fait que est-ce que ces connaissances sont effectivement mises en œuvre dans la pratique, on ne sait pas. Mais au moins, on pourrait supposer que vu qu'ils ont toutes les connaissances nécessaires pour se protéger, peut-être qu'ils le font. Et deuxième point de discussion concernant la PrEP, vu que c'est quelque chose de complètement nouveau pour la plupart. Je me souviens par exemple qu'en distribuant les questionnaires papier, beaucoup de personnes me demandaient ce que c'était. Donc, est-ce que c'est finalement uniquement une stratégie des pays riches, des pays qui ont les moyens? Déjà qu'on sait que dans les pays à ressources limitées comme le Cameroun, déjà mettre des personnes qui sont infectées ou qui sont malades, c'est un problème. Comment penser le traitement comme une stratégie de prévention alors que le traitement même pour des personnes qui sont déjà malades est un problème. Donc ça, ce sont des points de discussion qui ressortent de cette recherche. Et pour finir, au départ, je voulais travailler uniquement sur les MSM. Mais c'était toute une affaire de demander une autorisation de recherche avec cette labellisation. Donc j'étais partie. Pourquoi j'ai eu la bourse SIDAction? Parce que j'avais décidé de travailler sur la santé sexuelle des hommes qui ont des rapports avec d'autres hommes. C'est pour ça qu'on m'a donné une bourse. Mais c'était tellement difficile d'obtenir une autorisation de recherche. On me renvoyait tout le temps. Il faut changer ça, on ne fait pas ça au Cameroun, ça c'est comme ça. Donc finalement, j'ai dilué ce que je voulais vraiment faire ressortir. Je l'ai élargi à d'autres groupes, aux femmes, aux hommes hétéros, etc., à toute la population en général depuis les 18 ans. Et peut-être c'est pour ça que j'ai les résultats que j'ai en ce moment. Et donc l'une des perspectives serait que pour l'année qui vient, ou alors pour la ville de Douala, parce que je n'ai fait que pour la ville de Yaoundé, ce serait vraiment de recentrer ça sur les MSM, de ne pas distribuer les questionnaires à tout le monde et n'importe comment, mais de vraiment passer par des associations ou des personnes que je connais, bouche à oreille, pour faire remplir des questionnaires. Aussi, comme une seconde perspective, c'est le volet qualitatif. Jusqu'ici, je me suis inscrite sur 2 sites de rencontres, Badoo et 123.love. Je n'ai pas réussi à m'inscrire sur Tinder et j'ai installé l'application Green, mais ça a du mal à fonctionner quand je suis au Cameroun. Pour des raisons, je ne sais pas, hein, peut-être, je ne sais pas trop, mais ça a du mal à fonctionner. Et moi, en tant que postdoc inscrite dans ces sites de rencontres, non seulement je n'attire pas beaucoup de gens, mais les gens n'ont pas trop envie de me parler. Donc, la perspective, c'est aussi de trouver une couverture importante. Mais pour des raisons éthiques, on m'avait dit comment vous allez faire pour recueillir les données. Et j'avais dit que je me présenterais comme ce que je suis, effectivement. Mais ce n'est pas très appealing pour les personnes qui sont là pour chercher, voilà. Voilà. Et donc, pour finir, pour le traitement des données, je ne suis pas une quantitativiste. Hein. J'ai vraiment galéré pour saisir les 420 questionnaires et pour éliminer quelques-uns. Donc voilà, c'est fini. J'attends vos questions et commentaires ou ajouts. Merci.